Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, lumière sur la conversion au bio. Chaque année, ils sont nombreux à se lancer dans l'aventure. Mais dans le contexte actuel, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? On en parle aujourd'hui avec Loïc Madeline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national de la Fédération nationale d'agriculture biologique, en charge de la réforme de la politique agricole commune. Vous êtes également éleveur, polyculteur, installé en bio dans l'Orne, c'est en Normandie. La conversion, on en parle aujourd'hui, c'est la transition entre le mode de production dit conventionnel et l'agriculture biologique. En quoi ça consiste exactement, cette période de transition ? Eh bien, la conversion, d'abord, elle est soutenue par la PAC pendant une période de 5 ans. Et il s'agit, pendant ces 5 années, de préparer un changement de modèle agronomique global, puisque l'agriculture biologique est un modèle complet qui prend en compte les internalités, externalités, donc qui tient compte du sol, du troupeau, et qui essaie de faire un optimum sans utilisation de surface externe, sans utilisation d'engrais, sans utilisation d'OGM, ni de pesticides. Donc finalement, pendant un temps donné, vous allez nous dire combien de temps, on va... Enfin, non, en fait, c'est carrément la transition à partir du moment où on arrête tous ces intrants. Oui, dès l'entrée en conversion, on cesse toute utilisation des intrants exogènes et on passe dans un système qui progresse vers une autonomie de ce point de vue, des engrais, des OGM, des intrants chimiques. Alors combien de temps ça dure finalement ? À partir de quel moment on vous considère comme agriculture biologique et non comme conventionnelle ? Ça dépend des types de cultures, j'imagine, oui, des élevages aussi. Le calage, il est assez long. En réalité, la période légale, c'est 3 ans de conversion. Au bout des 3 ans, on est reconnu en agriculture biologique. Et pendant que vous êtes en conversion, c'est ça ? Voilà, pendant qu'on est en conversion. Mais en réalité, le calage d'un système, il met beaucoup plus de temps que ça. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, historiquement, la PAC soutenait l'agriculture biologique au-delà de ces 5 années. Parce que le calage d'un système agronomique, les rotations de culture se font sur 5, 7, 8, 9 ou 10 ans. Donc c'est assez long et le rodage est relativement long. On reviendra justement dans le cadre de la PAC, avec cette réforme, notamment PAC 2023, et puis l'aide à la conversion d'une part, mais l'aide au maintien de l'autre. Quand on est agriculteur conventionnel, quelles sont les démarches à entreprendre pour commencer ? Eh bien, il faut prendre contact avec éventuellement le réseau bio. On a besoin d'un accompagnement. Évidemment, d'accompagner cette conversion à l'agriculture biologique. Puis après, il y a une démarche de déclaration auprès de l'agence bio pour acter le début de la conversion. Et après, au-delà de ce début de conversion, il y a un délai de 3 ans qui permet d'avoir sa certification. Il faut avoir évidemment recours à un organisme certificateur puisqu'on est contrôlé en agriculture biologique. Ce que j'allais vous dire, il y a des contrôles tout au long de la phase de conversion, oui, mais après également. Absolument, tout le temps, tous les ans, on est contrôlé sur un ensemble de critères, sur nos factures. On a des contrôles in vivo sur le terrain. Et puis on a tous les 2 ans, je crois, un contrôle inopiné avec prélèvement de la matière dans les fermes. Donc on est attaché à cette certification et à ces organes de contrôle qui nous permettent de justifier que ce label, il a cette valeur aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qui se passe pour les produits vendus pendant cette phase de conversion ? On ne peut pas prétendre effectivement à ce logo AB, agriculture biologique. En revanche, ça vous coûte peut-être plus cher au départ, sans pouvoir prétendre à les vendre plus cher, ces produits. Oui, tout à fait. Alors, il y a cette période dite de conversion pendant laquelle on est dans les conditions de la bio, mais on vend dans les conditions du conventionnel augmenté, c'est-à-dire qu'en C1, ce qu'on appelle la première année de conversion, on est dans les conditions de production de l'agriculture biologique, mais on vend en conventionnel. Et en C2, on a un bonus sur les produits, en tout cas végétaux, qui est lié au fait qu'une partie des cultures en 2e année de conversion peuvent être utilisées pour les agriculteurs biologiques déjà certifiés. Donc on a une transition de prix, même si elle est lente, sur cette 2e année qui permet déjà de se projeter dans le prix en agriculture biologique au bout des 3 ans. Est-ce que cette phase de conversion est particulièrement difficile pour les agriculteurs ? Est-ce qu'ils ont le sentiment, certains peut-être, de changer de métier, de réapprendre à faire des choses, leur métier en l'occurrence ? Moi, je crois qu'elle est surtout enthousiasmante, cette phase de transition, parce que... C'est une aventure, comme je le disais. Elle repose beaucoup de questions, elle permet de se reconnecter à des choses qu'on avait éventuellement perdues, et aussi à son voisinage, pour beaucoup, d'après les témoignages des gens qui passent régulièrement. Il y a aussi cette reconnaissance de l'environnement proche des gens,
et de cette reconnexion à des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'optimum et pas du maximum. En agriculture biologique, on cherche à produire sur ce qui est à notre disposition, sans forçage externe. Et donc, on a une reconnexion à des principes un peu empiriques aussi de l'agriculture et de l'agronomie en général, puisqu'on est sur un modèle très global. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des freins qui subsistent, hein, et qui peut-être, voilà, les agriculteurs se disent peut-être que c'est trop compliqué de passer au bio, ça va me coûter beaucoup d'argent, ça ne va pas être rentable finalement? Oui, il y a de nombreux freins. Je pense que le principal frein, c'est l'évolution des systèmes, hein. La spécialisation, l'hyperspécialisation rend difficile cette transition vers l'agriculture biologique. Pas impossible, mais plus difficile. Et finalement, plus les années passent, plus les fermes se concentrent, plus le nombre de fermes diminue. Vous l'avez vu dans le dernier résultat du recensement agricole. Et donc, plus on est face à des systèmes qui sont très calés sur une marche qui est construite sur 10 ans d'évolution. Et donc là, le changement dans ces conditions-là, il est moins évident. Il n'est pas impossible, mais il nécessite un engagement fort de la personne qui décide de passer à cette agriculture biologique. On parlait de freins, il y a forcément des motivations. Globalement, quelles sont les motivations principales de ces agriculteurs? Je crois que pour beaucoup, il y avait vraiment l'envie de changer de système. Pour certains, les raisons sont très variées ou très variables, hein. On peut avoir le déni d'envie d'utiliser des pesticides ou des OGM ou des intrants. On a aussi un certain nombre de maladies professionnelles reconnues maintenant, Parkinson, qui sont une des conséquences de l'agriculture dite conventionnelle. Et je pense que pour les gens qui passent à la bio, il y a ça en perspective, c'est-à-dire ces éléments de santé publique, de santé personnelle au travail, mais il y a aussi ce besoin peut-être de se projeter dans un avenir dans lequel on aura nécessairement affaire à un peu de sobriété sur l'impact que l'on a dans nos modes de production. Est-ce que vous sentez actuellement un ralentissement dans la conversion au bio? Et il y a aussi ces départs, ces abandons, près de 2300 exploitants qui auraient quitté l'agriculture biologique en 2021, c'est un chiffre de l'agence Bio. Comment on explique ces abandons? D'abord, ces abandons, ils ne sont pas du tout anormaux, entre guillemets, hein. En 2020, vous aviez 4% de déconversion, ce qu'on appelle des systèmes qui sortent de l'agriculture biologique. Et en 2021, je crois qu'il y en avait 4,17. Donc on augmente sur l'épaisseur du trait à peu près. Ça s'explique surtout par des fins de carrière aussi. Ce pas des gens qui arrêtent en cours de parcours, c'est plutôt des fins de carrière qui ont du mal à trouver des successeurs, voilà, des parents en retraite, et des fois des fermes qui se dissocient, dont une partie va être agglomérée aux voisins qui est en conventionnel, et donc une partie de la surface peut revenir au conventionnel. Donc il y a peu encore à date, peu d'abandon en cours de parcours du système agriculture biologique, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très engageant. Et finalement, cet engagement, c'est un capital qu'on place dans un système de production. Et quand on a placé ce capital, on a toujours du mal à faire marche arrière. Aussi. Et voilà, les phénomènes de marche arrière existent plutôt à la fin de carrière. Est-ce qu'il y a des secteurs où ils seraient peut-être potentiellement plus importants? Non, je ne saurais pas trop dire. Je pense qu'en effet, c'est les fermes qui détiennent le plus d'hectares qui sont le plus soumises à cette incertitude de transmettre. Et donc, quand on a des hectares et qu'on doit transmettre des fermes, on les transmet pas forcément aux personnes qui sont non issues du milieu agricole. On les transmet à l'intérieur de cette génération de jeunes futurs paysans qui sont issus du milieu agricole. Et c'est pas toujours simple, ni en agriculture biologique, dans les systèmes de culture spécialisée, de polyculture élevage ou d'élevage spécialisé. Et donc, c'est principalement là qu'on a des surfaces qui peuvent se déconvertir plus tôt en fin de carrière. Vous nous parliez finalement d'un taux de déconversion qui avait assez peu bougé finalement en 2020-2021. Donc, aucun rapport avec cette baisse de la consommation des produits bio. On a quand même un recul qui est notable. Après des années et des années de croissance à deux chiffres, il n'y a pas un impact où on se dit que finalement, les Français consomment peut-être moins de bio. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir d'achat qui laisse un arbitrage peut-être sur des produits un peu moins chers, hein, et finalement qui se détourne petit à petit du bio. Alors d'abord, il ne vous aura pas échappé que l'ensemble des produits alimentaires sont en train de monter plus rapidement que le bio. Donc il y a un phénomène de rattrapage pour de mauvaises raisons, hein, qu'on connaît tous, hein, la guerre en Ukraine notamment. Mais sur les matières premières, il y a un rattrapage et une envolée des prix qui fait que les prix vont finir peut-être par se confondre. Après, il y a quelque chose d'un peu artificiel dans ce recul des prix
en agriculture biologique. C'est-à-dire qu'on a été sur des années 2020-21 de confinement où les gens se sont tournés vers l'agriculture biologique, faute de pouvoir se tourner vers la culture ou vers les loisirs. Et donc ça, c'était un signal fort aussi de ce que procure, de ce que produit cette agriculture et cette alimentation en agriculture bio auprès des gens. C'est-à-dire que quand on n'a plus rien et qu'on se tourne vers l'alimentation, eh ben on se tourne vers l'alimentation en bio. Donc ça, c'était un bon signal qui nous a fait monter un peu en sur-régime sur la consommation en 2020, ce qui fait que derrière, on a un recalage en 2021 et peut-être en 2022, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de prévision à 6 mois. Quand vous voyez la fluctuation des prix de matières premières, il est difficile de se projeter et de dire demain, l'agriculture conventionnelle restera beaucoup moins chère ou beaucoup plus accessible que l'agriculture bio, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Et si on intègre au prix de l'agriculture biologique les externalités positives ou si on intègre au prix de l'agriculture conventionnelle les externalités négatives, eh bien on obtient des prix qui sont tout à fait en accord. Je rappelle que vous êtes en charge de la réforme de la PAC à la Fédération nationale d'agriculture, je vais y arriver, biologique, réforme adoptée par le Parlement européen en novembre dernier. Elle entrera en vigueur le 1er janvier prochain, pour 4 ans. Quel regard portez-vous sur les nouvelles dispositions? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça en aura un impact biologique positif sur la bio? Alors d'abord, cette PAC, elle n'est pas totalement adoptée encore, hein, puisque Non, la Commission il y a les plans européenne, nationaux qui doivent... absolument, la Commission européenne a épinglé la France sur son plan stratégique national, puisque chaque pays dépose un programme, une architecture de la PAC auprès de la Commission qui rend des recommandations, des observations qui sont non contraignantes, mais qui sont quand même dans le but de faire évoluer ces plans stratégiques nationaux. Pour ce qui concerne la France, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on repart sur le même niveau d'engagement que précédemment. Donc, pas d'embellie à l'horizon sur le plan environnemental. On a un éco-régime, c'est-à-dire la partie verte du gros premier pilier qui correspond au pilier des aides directes. Cet éco-régime, il baisse, il passe de 30% à 25%. Et en plus, la Commission européenne nous a dit que cet éco-régime était trop peu contraignant, trop facile d'accès. Ce qui est bien que sur le plan environnemental, cette PAC, elle ne sera absolument pas à la hauteur, ou on n'y croit pas une seconde en tout cas. Et sur le plan européen, on me laisse entrevoir, en tout cas, c'est l'ONU qui redoute un ouragan de famine. Il y a un plan qui est à l'étude et qui encourage une production massive, produire plus. Est-ce qu'on peut produire plus, mieux et de manière durable? Rapidement, avant de nous quitter. On peut toujours produire plus. Après, produire plus, ça veut dire amener de l'énergie externe, amener des surfaces externes. C'est-à-dire qu'un système peut produire énormément en mobilisant beaucoup de choses tout autour et donc en dégradant potentiellement son environnement très proche. Nous, ce qu'on a plutôt à dire, c'est que la souveraineté alimentaire ou l'autonomie alimentaire, c'est celle de chacun des États, c'est celle de chacun des territoires. Et donc, c'est important d'avoir une vision pas auto-centrée ou pas polarisée de la production alimentaire mondiale, mais plutôt une production territorialisée, sans oublier qu'il est possible de faire des échanges ou d'avoir des échanges alimentaires. Mais c'est important de penser l'alimentation de demain d'un point de vue de son côté territorial et de son côté sobre. Merci beaucoup Loïc Madeline, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau Smart Food. Excellente journée à tous.